Bienvenue pour cette nouvelle conférence qui va être consacrée donc aux maladies auto-immunes quand l'organisme s'attaque à lui-même. Comme vous le savez, notre système immunitaire est censé nous protéger contre les virus, les microbes et autres bactéries, mais il arrive parfois qu'il se dérégule et qu'il agresse nos propres organes. Il existe au moins 80 maladies qui sont dites auto-immunes, dont le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde ou encore la maladie de Crohn. Pour faire le point sur les maladies et sur leurs traitements, nous avons le grand plaisir donc d'accueillir les spécialistes du nouvel Institut hospitalo-universitaire de Montpellier, Immun4Care. Et sous vos applaudissements, donc, nous accueillons Christian Jorgensen, Farida Jouad et Stéphane Taliana. Les échanges vont être modérés par Olivier Hertel, journaliste au Point. Olivier, on est très heureux aussi de vous retrouver donc pour cette dernière table ronde déjà de Futurapolis Santé. Alors merci. On va commencer par vous, Stéphane. Donc, je le rappelle, vous êtes malade. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça. Vous allez nous raconter votre parcours et la maladie qui vous touche aujourd'hui depuis quand même quelques années, quoi. Oui, tout à fait. J'ai 47 ans et ma vie a beaucoup changé en 2010. J'étais jeune cadre dynamique avec beaucoup de projets dans la vie, un enfant, une femme aimante. Et puis, suite à un moment donné, les choses ont commencé à mal aller. C'était en janvier 2010. J'ai eu des douleurs dans les mains, puis dans les pieds. Et j'avais énormément de travail, donc je n'ai pas fait attention sur le moment. Et en février, là, j'ai commencé à être pas bien, jusqu'à arriver au mois de mars, où je n'arrivais plus du tout à marcher, où mes mains étaient totalement figées, j'avais beaucoup de douleurs, et là, c'était compliqué. Et donc voilà, il a fallu poser un diagnostic, mais le diagnostic n'est pas arrivé tout de suite, parce que j'avais des paramètres sanguins qui n'étaient pas totalement francs. Donc on ne pouvait pas dire que c'était une polyarthrite, on ne pouvait pas dire que c'était autre chose. Donc il y a eu un moment un petit peu d'errance, de difficulté. Heureusement que j'avais un généraliste qui m'a dit on va agir par élimination. Et puis, j'ai rencontré un rhumato, puis 2 rhumatos, 3 rhumatos, et à chaque fois des diagnostics différents. Donc ça a été une phase très compliquée à vivre, parce qu'on ne sait pas où on va, on se sent seul, on se sent un peu abandonné. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure du temps, des traitements ont été mis. Donc, j'ai été pris en charge au CHU. Ils ont agi aussi par élimination, donc ils se sont dit on va mettre en place des traitements et puis on va voir ce que ça donne. Donc, et au bout d'un an, ma maladie est devenue beaucoup plus franche, c'est-à-dire que mes paramètres sanguins sont devenus positifs. Donc là, maintenant, on pouvait établir un diagnostic, j'avais une polyarthrite. Et en discutant, j'ai pu voir que je n'étais pas le seul dans ce cas-là, où avant que les choses se déclarent totalement, il se passe plusieurs mois, pour certaines personnes, plusieurs années. Voilà. Donc une polyarthrite rhumatoïde. Oui. Donc, qui est un exemple en fait emblématique de maladie auto-immune. Donc, est-ce qu'on peut expliquer ce que sont que les maladies auto-immunes, parce qu'il y en a beaucoup, donner déjà quelques exemples, et expliquer ce qui se passe, parce que c'est assez incroyable finalement, les mécanismes sont assez incroyables, quoi. Tout à fait. Donc, les maladies auto-immunes sont des maladies chroniques qui sont déclenchées. Farida, vous pouvez mettre le micro juste là, voilà, comme ça, juste devant. Oui. Voilà. Et surtout, donc, des maladies chroniques déclenchées par une rupture de la tolérance immunologique de notre organisme vis-à-vis de nos propres constituants. Donc, le système immunitaire est fait normalement pour nous protéger des agressions extérieures, des parasites, des virus. Et il est aussi fait pour nous protéger, pour tolérer le soi, pour tolérer les composants de l'organisme. Et dans le cas des maladies auto-immunes, il y a une rupture de cette tolérance et le système immunitaire, par erreur, se met à attaquer les composants, les constituants du soi. C'est comme s'il avait l'impression qu'il y avait un petit envahisseur étranger qui rentrait et qui devait détruire un virus, une bactérie, etc. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il va considérer que c'est étranger au soi, et donc il va le combattre. Il va se retourner finalement contre l'individu. Il va se retourner contre l'individu. Donc, okay. Et donc, parmi les maladies les plus connues, les maladies auto-immunes, qu'on ne sait pas forcément d'ailleurs, sclérose en plaques, il y a d'autres exemples, la polyarthrite rhumatoïde. Absolument, donc il y a de très nombreuses maladies auto-immunes, ça a été dit en introduction, il y en a plus de 80. Il y a des maladies auto-immunes spécifiques d'organes et des maladies auto-immunes qui ne sont pas spécifiques d'organes. Ce sont les maladies auto-immunes systémiques.
Donc, parmi les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, il y a en effet le diabète de type 1. Donc, dans le cas du diabète de type 1, les cellules bêta du pancréas sont reconnues par le système immunitaire, les lymphocytes T, qui vont les détruire. Ce sont des cellules tueuses. Et en détruisant ces cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline, nos taux de glucose ne vont pas être régulés. On va avoir comme ça de forts taux de glucose. Donc ça, c'est un exemple de maladie. Donc là, c'est vraiment les cellules du système immunitaire qui s'attaquent au pancréas, en fait, Absolument. et qui détruisent le pancréas. Et du coup, le pancréas ne peut plus jouer son rôle régulateur de la glycémie. Et c'est là, ça devient du diabète, quoi. Il y a d'autres exemples, peut-être? Donc, d'autres exemples de maladies spécifiques d'organes, il y a la sclérose en plaques, dans lequel il y a un dérèglement du fonctionnement du système immunitaire qui est associé à une inflammation au niveau du système nerveux central, au niveau de la gaine de myéline et une destruction de cette gaine de myéline. Donc, la gaine de myéline, qu'est-ce que c'est? C'est un revêtement au niveau des fibres nerveuses qui protège les fibres nerveuses et qui favorise l'accélération de l'influx nerveux. Et dans le cadre de cette maladie, en fonction de la localisation, de la détérioration de la gaine de myéline, il va y avoir différentes formes de manifestations de la pathologie qui peuvent aller jusqu'à une altération de la coordination musculaire, une altération de la vision. Tout simplement parce que la gaine de myéline fait circuler l'influx nerveux. S'il n'y a plus de gaine de myéline, il n'y a plus d'influx nerveux, et donc il n'y a plus de communication entre les neurones entre eux, et donc forcément Absolument. des conséquences. Un rôle important dans les maladies auto-immunes, on entend souvent ce mot-là, on ne le comprend pas toujours, c'est le rôle des anticorps. Donc quel est leur rôle en fait justement dans ce... Absolument. Et qu'est-ce que c'est que les anticorps d'abord? Oui. Donc les anticorps jouent un rôle central dans les maladies auto-immunes systémiques, comme la polyarthrite rhumatoïde qui a été évoquée en introduction. Donc, c'est une maladie, la polyarthrite rhumatoïde, qui est caractérisée aussi par un dysfonctionnement du système immunitaire qui va être accompagné d'une inflammation au niveau des articulations, ce qui va entraîner des douleurs, des gonflements et une gêne fonctionnelle importante. Donc cette manifestation, elle est essentiellement articulaire, mais elle peut être aussi extra-articulaire et toucher des organismes comme les poumons et également la peau. Donc dans le cadre de cette maladie, ce sont les auto-anticorps qui sont impliqués. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est un anticorps pour comprendre cette pathologie ? Donc, les anticorps, ce sont des molécules qui sont produites par l'organisme par des cellules qu'on appelle les lymphocytes B. Donc, ces molécules, les anticorps, vont reconnaître de manière spécifique d'autres molécules qui sont appelées des molécules du non-soi. Et cette reconnaissance va entraîner l'activation de mécanismes de destruction de la cible. Donc, lorsqu'on rencontre un pathogène dans l'organisme, l'anticorps va reconnaître la molécule de manière spécifique. On a dans notre organisme un anticorps capable de reconnaître ce pathogène. Donc, ce que l'organisme va vouloir faire, c'est sécréter cet anticorps en grande quantité. C'est ce qui va se passer via des mécanismes de sélection. Et il y a également des phénomènes de mémoire. On a des lymphocytes B mémoire qui font que lorsqu'on rencontre un pathogène qu'on a déjà rencontré, les lymphocytes B vont produire en grande quantité ces anticorps. Et dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, on a des auto-anticorps, comme l'anticorps anti-peptide citrullynylé, qui est associé aux formes sévères de la pathologie et qui va reconnaître au niveau des articulations, dans les tissus articulaires, au niveau de la matrice extracellulaire, il va reconnaître des petits fragments de protéines qui ont subi des modifications et ces auto-anticorps vont s'accumuler dans les tissus articulaires, ce qui va faire qu'il va y avoir un emballement de la réponse immunitaire et un déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde. Là, c'est encore le système immunitaire qui dysfonctionne, qui reconnaît les mauvaises cibles et qui, du coup, entraîne la maladie. Ce sujet, maladie auto-immune, c'est un sujet considérable. Et pour un sujet tel que celui-là, il fallait peut-être aussi un établissement, une structure qui permette de s'attaquer à ces enjeux-là. Je crois qu'on peut le dire... À Montpellier, on va voir bientôt la naissance d'un IHU, Immune for Cure, je ne me trompe pas. Qu'est-ce que c'est que cet IHU? Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce que ça va représenter? Combien de personnes vont travailler là? En termes de budget, ouais, toutes les questions qu'on peut se poser sur un tel projet, qui est énorme et que vous pilotez. Christian. Alors, oui, merci beaucoup, merci pour cette question. Effectivement, je pense que les patients vont être ravis. On construit un institut hospitalo-universitaire, donc un lieu où les patients vont pouvoir venir se faire soigner. Et on aura donc autour du patient toutes les spécialités. Et on va intégrer la recherche, on va intégrer les plateaux techniques d'identification de ces pathologies et on va même intégrer la production de biomédicaments. Donc on a tout sur un même bâtiment
Donc ça, c'est déjà très innovant, c'est très nouveau, mais c'est mon rêve depuis 20 ans. Et parce que je pense que effectivement, bien faire du soin, il faut être en proximité de la recherche, et bien faire de la recherche, il faut être en proximité des patients. Et donc, mettre tout ça sur le même lieu, c'est une véritable opportunité. Donc, autour de ce projet, c'est un projet qui inclut 300 chercheurs, enseignants-chercheurs, franchement, de toutes les équipes autour de Montpellier. Français internationaux, on fera venir des gens aussi. Absolument. Donc, on commence par des unités INSERM, des unités du CNRS, de l'université. Mais effectivement, on va faire venir des chercheurs sur des chaires d'excellence. On a plus de 40 médecins qui sont impliqués de toutes les disciplines, de la dermatologie à la néphrologie, à la médecine interne, la rhumatologie, l'immunologie. Donc on a tout ça sur le... C'est ça qui est important, parce que justement, on évoquait tout à l'heure l'errance médicale quand on essaye de faire le diagnostic. Là, on aura sur place, on aura tout. C'est-à-dire que le patient est au centre de l'IHU, et autour, on a toutes les spécialités qui vont... Et du coup, outre les outils de diagnostic, etc., on aura aussi tous les spécialistes qui vont, chacun avec leur expertise, être capables de dire si ça relève un peu de leur domaine ou pas, et donc du coup d'orienter au mieux le patient, quoi. Exactement. Donc c'est pas un centre de néphrologie ou de rhumatologie ou de dermatologie, c'est un centre pour l'auto-immunité. Et donc on va prendre en charge toutes les maladies auto-immunes complexes et qui sont souvent multi-organes. C'est ce que Madame Joad nous expliquait. C'est souvent des pathologies multi-organes. Et donc, il était assez cohérent pour faciliter la vie du patient et être plus opérationnel, de mettre tous les spécialistes impliqués autour du patient. Et je pense donc on va faire un parcours de soins dédié à l'auto-immunité. Et en fait, ça paraît simple comme ça, mais finalement, en fait, ça n'existait pas. Donc, c'était vraiment c'est vraiment l'occasion de faire ça. Donc, je pense que on va avoir un parcours innovant. Les patients vont pouvoir bénéficier des meilleures technologies de diagnostic. On a vu tout à l'heure, notre patient, il a mis des mois à pouvoir identifier sa pathologie, les anticorps parlaient pas, les tests sanguins ne parlaient pas, etc. Aujourd'hui, on a des capacités technologiques qui permettent de faire du séquençage, d'avoir tout le répertoire B, d'avoir tout le screening des anticorps. Donc, au lieu de rechercher 3 anticorps, on en recherche juste 1000. Donc on a des puces pour ça, donc on a de la technologie pour ça. Donc on va être beaucoup plus performant sur le diagnostic, beaucoup plus précoce sur le diagnostic. Et après, on parlera de la recherche. Après, on a aussi la possibilité d'avoir de l'innovation, d'avoir de nouveaux traitements dans ce centre. Donc on a dit 300 chercheurs, médecins sur place. Le bâtiment sera où d'ailleurs pour ceux qui habitent Montpellier? Il sera situé où exactement? Alors le bâtiment, il sera sur le campus hospitalo-universitaire. Donc il y a un bâtiment dédié qui va être cette fois sur le campus de l'université. Donc on a à peu près 2000 mètres carrés et il y aura un centre de soins donc dédié, donc à proximité. On aura tout sur le même site. En matière de financement, de budget, c'est de quel ordre à peu près, si on peut en parler? C'est un programme complet qui est approximativement à 100 millions d'euros. Alors, combien, pardon? 100 millions. 100 millions, d'accord. Oui, parce que voilà. Alors maintenant, on parle sur un programme sur 10 ans. C'est des projets ambitieux. C'est un programme unique en France sur ces thématiques-là. Il y a bien sûr le soutien de l'État, donc l'agence d'innovation santé, la nouvelle agence d'innovation santé, le soutien des collectivités qui sont derrière nous, et bien entendu des 3 fondateurs que sont le CHU, l'INSERM, l'Université de Montpellier. Donc je remercie ici parce qu'ils nous ont vraiment accompagnés dès le départ. Mais alors c'est là en pareil une originalité sur le fonctionnement. Donc ce centre est en fait une fondation. Donc c'est la fondation Immune4Cure. Donc elle est bien sûr créée par les fondateurs que je viens de citer, mais elle a une autonomie de fonctionnement. Donc les choix stratégiques se feront avec les chercheurs, ils se feront avec les patients, ils se feront avec les cliniciens. Et donc on a une autonomie. Maintenant, on doit rendre des comptes. On doit bien sûr rendre des comptes à un conseil de gestion qui va piloter ça, mais on aura une flexibilité qui est indispensable si on veut aller vite en recherche. En tout cas, on peut dire que
dans le domaine des maladies auto-immunes, c'est un établissement qui sera unique en France, aussi certainement en Europe et probablement aussi dans le monde. On n'a peut-être pas insisté sur un point, c'est qu'on a à la fois donc, le diagnostic, enfin le patient au centre pour le diagnostic, la recherche qui va être menée, mais aussi le développement de nouveaux traitements et autour donc, des entreprises, des startups qui vont aider justement à amener ces traitements sur le marché et le plus vite possible parce qu'il y a une grosse attente. Bien sûr. Donc, là, on va vous expliquer comment est-ce qu'on voit aujourd'hui l'innovation en thérapeutique. Mais nous sommes des chercheurs. Donc, on peut identifier des cibles, on peut construire des biomédicaments qui vont fonctionner, qu'on va valider, mais il nous faut des partenariats industriels pour en faire des médicaments. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une étape qu'on appelle la bioproduction. C'est en fait une étape critique pour quand on fait un médicament, parce qu'il faut être sûr que le médicament il soit en toute sécurité, parce qu'il va être donné à des patients. Donc il faut qu'on ait tous les contrôles qualité, tous les process agréés. Donc tout ça est très très contrôlé par l'agence nationale et aussi par les agences européennes. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit travailler en collaboration, en partenariat avec des biotechnologies ou avec des entreprises pharmaceutiques qui nous accompagnent. Mais l'innovation appartient aux chercheurs et appartient à l'IHU. Alors, Farida, le but de l'IHU, c'est vraiment d'arriver à personnaliser ou du moins à faire en sorte que le traitement soit le mieux adapté possible aux patients. Donc comment on va faire ? Absolument. Donc les maladies auto-immunes sont des maladies très hétérogènes. Pour une même maladie, la polyarthrite rhumatoïde, il y a aussi une hétérogénéité. Il y a plusieurs auto-anticorps anti-ACPA, antipeptides citrinylés, plusieurs protéines citrinylées. Donc ce qu'on va proposer aux patients, c'est un phénotypage complet. Un phénotypage. Je vais juste expliquer peut-être ce que c'est qu'un phénotypage. J'y viens. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séquencer les auto-anticorps des patients. On va séquencer les récepteurs exprimés par les lymphocytes B, ces cellules qui produisent les auto-anticorps. On va aussi analyser les réarrangements VDJ. Ce sont des réarrangements au niveau des gènes qui codent pour les anticorps et qui sont responsables de la diversité des anticorps. Et on va aussi faire une cartographie des épitopes, c'est-à-dire des petits fragments de protéines modifiées qui sont reconnus par les auto-anticorps. Donc c'est tout ce qui va faire à chaque fois la particularité de chaque patient, c'est-à-dire qui permettra de les distinguer. Le phénotypage, c'est ça, c'est ce qui fait l'identité de chaque patient. Absolument, parce que pour traiter un patient, il faut bien comprendre sa maladie et bien savoir quels sont les acteurs anticorps, les acteurs moléculaires qui sont en jeu pour mieux les cibler. Donc l'idée, voilà, c'est de phénotyper du coup ces patients et comme vous pouvez imaginer, ce phénotypage complet va générer une quantité énorme de données. Et grâce à l'aide de nos collègues mathématiciens à l'intelligence artificielle, on va pouvoir stratifier les patients, faire des groupes de patients, de manière à proposer à ces groupes de patients le meilleur traitement. C'est ça qu'on n'a pas dit, c'est-à-dire qu'à l'IHU, il n'y aura pas que des médecins, des biologistes, peut-être des chimistes qui seront capables de faire de nouveaux traitements, mais il y aura aussi des mathématiciens, des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et là, pourquoi ? Parce que la donnée est tellement colossale, importante, qu'on elle ne peut pas être traitée humainement, quoi. Donc... C'est vraiment de l'interdisciplinarité. Mais en fait, la recherche, c'est ça. Si on reste dans son sillon, on ne trouve pas. Donc il faut absolument travailler avec des collègues qui sont donc universitaires et qui travaillent soit dans le monde des mathématiques, de la modélisation, de la bioinformatique, soit dans le monde de la chimie, pour faire des ARN, des anticorps, des biomolécules, soit dans le monde de la biologie cellulaire, soit dans le monde de l'immunologie. Enfin, voilà. Et c'est de mettre tous ces acteurs ensemble qui fait qu'on est innovant. D'accord. Et ce qu'on veut dire là, c'est qu'on fait la médecine de précision. Chaque patient a besoin d'un traitement bien spécifique si on veut être très efficace, voire si on veut obtenir une rémission complète, voire définitive. Alors, c'est une projection à 10 ans, mais on va le faire, on peut le faire et on va le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on a une cartographie du patient et on dira, bon, pour vous, on va dessiner le médicament qui sera le plus efficace. C'est là le rôle important que va jouer les mathématiciens et l'IA, c'est-à-dire être capable de regrouper finalement les patients qui se ressemblent le plus pour leur trouver le traitement le plus adapté possible. C'est ça l'idée, quoi. Ok. Alors, je veux bien qu'on revienne sur, puisqu'on parle de traitement, Stéphane, que vous nous reparliez un petit peu de votre parcours aussi, mais aussi votre parcours familial, parce que ce qui est assez intéressant, ce que vous disiez, c'est que vous avez expérimenté beaucoup de traitements au cours de votre vie de malade.
que peut-être vous allez en expérimenter de nouveaux qui viendront de l'UHU de Montpellier. Mais ce qui était intéressant, c'est que vous avez vu aussi l'évolution déjà des traitements dans cette maladie, grâce, enfin, à cause de votre famille, on va dire, qui a été aussi touchée assez largement. Donc je veux bien qu'on en reparle. Oui, tout à fait. J'ai eu, donc là, ça fait 13 ans que j'ai cette maladie, j'ai quand même fait 16 molécules. Ouais. C'est quand même beaucoup. 16 molécules, ça veut dire, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, donc des échecs, des moments de doute, des moments difficiles. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ça impacte totalement la vie. Et ça, c'est un des éléments qu'on discutait juste avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la notion de marqueur biologique avec un paramètre médical, mais il y a aussi l'impact sur la vie. Ça, c'est très important. Et dans ma famille, oui, ça a été le cas. On parle d'une maladie avec une composante génétique. Entre une cousine éloignée qui a commencé la maladie en 1985, qui a été très, très déformée, qui a été rattrapée suite aux médicaments qui avaient été mis en place. À l'époque, c'était le méthotrexate. Elle a pu avoir un confort de vie, mais avec beaucoup de déformations osseuses. Ma tante, qui a eu en 2003 une polyarthrite, elle aussi, qui n'a pas eu trop de déformations, mais quelques-unes, mais elle a eu un impact sur sa vie au démarrage. Et puis, en début des années 2000, c'était la mise en place des TNF. Donc, c'est ce qu'on disait, l'évolution qu'il y a eu. Et puis moi, si j'en parle pas, personne ne sait que je suis malade. Alors oui, ça a beaucoup de répercussions sur ma vie. J'ai l'impression de passer une partie de mon temps chez les médecins, dans les hôpitaux, entre tout ce que je dois faire comme examen, que ce soit le cœur, digestif, poumon. Enfin, je suis capable de vous dire, dans un hôpital, le couloir où les choses se passent. Mais bon, ça c'est comme ça. Mais sinon, dans ma vie quotidienne, un certain nombre d'amis ne savent pas tellement que je suis malade. Ils savent que j'ai quelque chose, mais sans rentrer dans le détail. Alors que ma cousine, qui avait commencé en 1985, elle est vraiment déformée. Elle arrive à peine à remarcher, mais toujours avec des cannes. Voilà, il y a quand même une évolution qui s'est faite sur les 30 dernières années qui est quand même énorme. Alors justement, on va essayer de faire mieux que ça, parce que quand même l'objectif à terme, c'est d'arriver à guérir ces maladies. Ça sera quoi la stratégie, justement? Qu'est-ce qui sera innovant dans les nouveaux traitements qu'on va proposer et qu'on va essayer de développer à l'IHU? En quoi ils seront différents? Donc la rupture, ça va être la médecine de précision. Ça va être développer une médecine sélective avec des produits, des biothérapies sélectives. Aujourd'hui, les biothérapies qui sont utilisées vont viser des marqueurs qui vont cibler de manière très générale les lymphocytes B, toutes ces cellules qui produisent des auto-anticorps. Dans le cas de l'IHU, l'objectif, c'est de cibler les cellules B qui produisent les auto-anticorps. Donc pour ça, on va s'appuyer sur la thérapie CAR-T, donc c'est une thérapie assez révolutionnaire qui a donné des bons résultats en cancérologie. Donc en quoi consiste cette thérapie CAR-T? On prend les cellules du patient, les cellules immunitaires, les cellules T du patient, on les modifie de manière à leur faire exprimer un récepteur actif. Ce récepteur, il va pouvoir reconnaître un antigène qui est exprimé, une protéine qui est exprimée à la surface des cellules cancéreuses, par exemple, et une fois qu'il y aura cette reconnaissance, ces récepteurs vont s'activer. Donc ces cellules du patient vont être injectées au patient et lorsque la cellule va rencontrer la cellule cancéreuse, elle va se fixer dessus, s'activer et la tuer, la lyser. Dans le cadre de l'IHU, on propose une approche qui va utiliser cette stratégie CAR-T avec le développement de 3 approches. Tout d'abord, la génération de cellules qui vont réguler la réponse auto-immune. On a dans l'organisme des lymphocytes T régulateurs qui ont cette capacité de restaurer la tolérance, l'homéostasie immunitaire. On va modifier ces cellules avec des CAR, ces récepteurs antigéniques chimériques qui vont pouvoir s'activer spécifiquement dans les sites où il y aura le peptide responsable de la pathologie. Donc là, on va créer une tolérance au niveau du site où on aura besoin de traiter la pathologie. Donc ce ne sera pas une immunosuppression généralisée, une tolérance généralisée, ce sera une tolérance sélective et ciblée. On a aussi l'ambition d'utiliser des cellules immunitaires qui s'appellent les cellules NK. Ce sont des cellules immunitaires qui sont des cellules tueuses de l'organisme que l'on va décorer à leur surface avec des molécules qui vont exprimer ces petits fragments de protéines qui sont reconnus par le système immunitaire et qui déclenchent la pathologie, donc qui sont reconnus par les auto-anticorps à la surface des lymphocytes B. Ce qui fait qu'au contact de ces cellules tueuses, les cellules qui produisent les auto-anticorps vont être dégradées. Une troisième approche, ça va être une reprogrammation
in situ des cellules malades. Donc là, on va utiliser les ARN messagers comme ARN médicaments. On va les modifier de manière à ce que ces ARN puissent aller cibler la cellule qu'on va vouloir modifier, La réguler. cellule malade. Donc en gros, il y a deux grandes approches finalement. Il y a une approche où on prend des cellules du patient, on les sort, on les modifie, on lui réinjecte et ces cellules vont aller s'attaquer de manière simple, je le dis de manière très simple, à la maladie. Et l'autre approche, on en a beaucoup entendu parler avec les vaccins contre le Covid, c'est l'ARN messager où là on prend l'ARN dont on a vraiment besoin et on va faire en sorte qu'il aille dans la cellule malade pour la transformer, l'éduquer, la rendre pas malade ou éventuellement l'éliminer. Je crois que c'est ça. C'est ça. Vous avez absolument tout à fait bien résumé. J'ai bossé. Non, mais vous voyez qu'on a totalement changé d'air thérapeutique. Il y a 20 ans, les médicaments, c'était de la chimie. C'était de la chimiothérapie, c'est de la chimie. Et progressivement, on est arrivé avec des médicaments dépendants avec des anticorps, on va appeler des biothérapies. Aujourd'hui, on fait de la thérapie cellulaire, la thérapie ARN. Donc en fait, notre connaissance du système biologique et du système immunitaire, en fait, on le retourne contre la maladie. Et de façon, de façon à reprogrammer et à contrôler la réponse immunitaire, et finalement de façon la plus naturelle possible. Et en fait, ça, on peut le faire par nos connaissances. En fait, ce dont on parle, on ne l'a peut-être pas évoqué, il me semble, c'est ce qu'on appelle les immunothérapies, donc qui ont fait beaucoup, donc qui ont été fait l'objet de prix Nobel en fait en médecine et qui ont eu beaucoup de succès dans le domaine de la cancérologie. Aujourd'hui, on est vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, dans une nouvelle époque, une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'on déploie ces stratégies-là dans le domaine des maladies auto-immunes et probablement dans d'autres domaines à terme. C'est vraiment ça, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, que ce soit dans le domaine de l'oncologie, maintenant dans le domaine de l'auto-immunité, la connaissance des séquences qui rendent possible l'émergence d'une cellule tumorale, par exemple, son échappement du système immunitaire, et bien aujourd'hui, avec l'immunothérapie anti-PD-L1 qui est utilisée au quotidien, qui sont maintenant des médicaments utilisés dans tous nos centres anticancéreux, permettent de redonner le boost au système immunitaire pour se débarrasser du cancer. Ben, on va faire la même chose pour se débarrasser de l'auto-immunité. D'accord. Et ça a déjà commencé. Il y a déjà des cas de traitement d'immunothérapie dans les maladies auto-immunes. Absolument. Et donc, il y en a peu. On est quand même sur ce qu'on appelle le cutting edge. On est vraiment juste pile poil sur les avancées scientifiques et technologiques, mais il y a une équipe allemande et une équipe aux États-Unis qui ont commencé à traiter des patients avec des lupus, avec des sclérodermies, qui sont des maladies auto-immunes graves, qui étaient résistantes aux traitements utilisés aujourd'hui, et qui ont permis d'obtenir des rémissions complètes en utilisant les stratégies d'immunothérapie en fait, utilisé au départ dans le cancer et appliqué maintenant à l'auto-immunité. Bon, ça ouvre la voie, ça montre qu'on ne s'est pas trompé et que dans 10 ans, la façon de traiter les patients aura totalement changé. D'accord. Stéphane, un dernier tout petit mot, parce qu'il ne nous reste plus de temps et on va prendre des questions après. Le rôle aussi des malades, ce qui est extraordinaire dans cette aventure de l'IHU, c'est que les malades sont partie prenante du projet, c'est-à-dire qu'ils vont participer au projet. Absolument, c'est quelque chose qui fait qu'on va pouvoir échanger. C'est-à-dire, je fais partie de l'association qui s'appelle AFPRI, qui est une association nationale sur les malades de rhumatisme inflammatoire chronique, de polyarthrite entre autres, et on va pouvoir être partie prenante dans le projet d'IHU, à la fois pour promouvoir, pour aborder tous les sujets sur la vie des malades, mais aussi pour faire remonter l'information. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand un médicament va avoir des bons impacts sur les marqueurs, mais par contre va induire beaucoup de nausées, étant donné que c'est une maladie à vie, peut-être que le paramètre n'est pas forcément bon. Et tous ces éléments-là d'échange, c'est relativement intéressant parce que ça pourra se faire. Donc il y aura un échange permanent entre les chercheurs et les Absolument. malades. Et pour rebondir là-dessus, on voit bien que quand on était en plein Covid, il y a eu des inquiétudes en fait sur le vaccin qui arrivait vite et souvent par manque d'information. Et le fait d'être accompagné par les patients et de diffuser l'information, c'est essentiel pour expliquer qu'on le fait pour les patients et qu'on va le faire avec toutes les garanties de sécurité, bien sûr, pour être au plus près et c'est très rassurer, informer, rassurer, c'est vraiment un élément clé. Bien, merci beaucoup. On peut vous applaudir pour toutes ces informations et la richesse de vos témoignages.
Et je propose effectivement à Olivier que nous prenions quelques questions dans le public, parce que, oh là là, je vois beaucoup de mains se lever, vous êtes très nombreux. Donc dans les premiers rangs, s'il vous plaît. Voilà, au deuxième rang, et ensuite derrière, et ensuite nous passerons de ce côté-là. Madame au deuxième rang, on vous écoute. Merci pour Monsieur, pardon. Pour l'exposé. Alors, je voudrais quand même présenter mon cas. Bon, j'ai été chef d'entreprise pendant des années. J'ai arrêté il y a à peu près 3 ans. Pas complètement, parce que c'est impossible. Je bossais 60 heures par semaine. Donc, et assez curieusement, après avoir arrêté, j'ai commencé à développer des symptômes dans les doigts. Bon, on m'a dit, bon, vous êtes âgé, c'est quand même assez rare. En général, ça commence plus jeune. Mais néanmoins, c'était extrêmement gênant. Je jouais au tennis, je ne pouvais plus jouer. Et donc, j'ai vu donc une rhumatologue qui m'a proposé d'abord, qui m'a dit il y a 2 traitements possibles pour ça. Mais pour ça, il faut vérifier vos poumons. Donc, je suis allé passer une radio et scanner. Et donc, ils ont découvert que j'avais ce qu'on appelle un syndrome interstitiel dans les poumons. Et tout ça, si vous voulez, ça participe un peu du même bazar. Donc, j'ai un traitement pour les doigts et que je supporte bien. Et il semblerait que ça se passe bien. En revanche, pour les poumons, j'ai un traitement qui est extrêmement lourd et que je ne supporte pas. Donc ça m'inquiète beaucoup. Mon généraliste me dit, bon, faites quand même attention, vous voyagez énormément, vous prenez quand même des risques. Bon, je ne veux pas parler des symptômes quand même. Hein. Peut-être une question rapide, s'il vous plaît, oui, parce qu'on ne peut pas non plus faire de en fait, moi, ma question, c'est, j'y vais. Ma question, si vous voulez, c'est qu'entre mon généraliste, le pneumologue et puis en quelque sorte la rhumatologue, moi, je suis complètement perdu. Et est-ce qu'il est possible quand même, au bout du bout, d'avoir une prise en charge globale ? Merci, Christian Jurgensen. Merci pour cette question. Moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent, qui ont entendu parler de l'IHU et qui disent « mais enfin, je vais pouvoir venir sur un site unique et on va prendre en charge le poumon, la peau, le système immunitaire, les articulations, et je ne vais pas devoir attendre 6 mois pour avoir le rendez-vous chez le pneumologue, et puis 1 an pour voir l'ophtalmo parce que j'ai un syndrome sec. Bref, on va pouvoir tout faire. Et en plus, ce sont les mêmes maladies. C'est la même maladie. Alors, c'est difficile à comprendre, hein, mais ce qui va déclencher l'inflammation dans l'articulation, dans le poumon, c'est la même cause. C'est la même cause. Et donc, la clé, c'est effectivement identifier les bons paramètres biologiques. Ensuite, vous proposez un traitement unique qui va cibler les 2, ou les 3, ou les 4 symptômes. Merci. Alors, je confirme, j'ai strictement la même chose. J'ai beaucoup de diagnostics qui ne sont pas forcément les mêmes, mais on vit avec ça. Et puis après, tout dépend des médecins que vous pouvez rencontrer qui vont avoir suffisamment d'aisance pour intégrer des éléments différentiels dans le diagnostic qu'ils vont faire. Merci beaucoup. Voilà. On va prendre une question, madame. 3e rang. Ensuite, il y avait des questions. Bonsoir à tous. J'aimerais parler avec vous brièvement sur cette maladie auto-immune très invalidante et envahissante qu'est le psoriasis. C'est une maladie de la peau, une régénérescence de la peau trop rapide. Et est-ce qu'il y a un espoir avec l'immunothérapie vis-à-vis de cette maladie auto-immune ? Donc, c'était effectivement un autre exemple de maladie auto-immune qui touche la peau, mais qui peut aussi toucher au niveau des muqueuses. Ça peut être donc les yeux, ça peut être aussi les articulations. C'est que ça peut être associé à la spondylarthrite. Donc, il y a des rhumatismes associés au psoriasis. Donc, oui. Et il existe aujourd'hui effectivement des biothérapies qui permettent de traiter cette pathologie. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Mais effectivement, il y a quand même un besoin aussi. En fait, de mieux cibler la façon dont on donne ces différents traitements pour éviter de retomber dans je donne les 16 médicaments les uns après les autres. En fait, on fait une cartographie, on fait comme un antibiogramme, et ensuite on vous dit, ben voilà, pour vous, il faut tel traitement. Merci beaucoup. On va prendre les 2 dernières questions déjà. Monsieur, et ensuite madame au 2e rang. Je voudrais revenir sur les auto-anticorps. En fait, ils reconnaissent une protéine dégradée sur les cellules, donc ils s'attaquent à ces cellules, mais est-ce que par extension, ensuite, ils vont attaquer des cellules saines, premièrement, et ensuite, est-ce qu'on peut vivre finalement avec des cellules dont les protéines sont dégradées sans que les auto-anticorps n'agissent, et un beau jour, ils agissent, et si oui, qu'est-ce qui fait qu'ils agissent un jour, quoi, hein, enfin,
Effectivement, c'est un bon point parce que ces auto-anticorps, ils peuvent être présents dans le sang des patients à bas bruit pendant longtemps et un jour, leur concentration peut exploser et là, il y a le déclenchement de la pathologie. Donc, dans le cas de l'anticorps que j'ai cité un peu plus tôt, l'anticorps anti-peptide citrullinaire, il va aller reconnaître une protéine qui subit une modification qu'on dit post-traductionnelle. C'est une protéine qui va avoir une conversion d'une arginine en citrulline pour des raisons qui peuvent être expliquées par des phénomènes environnementaux. Et ces anticorps vont du coup aller reconnaître cette protéine et déclencher comme ça l'emballement de la réponse immunitaire et le déclenchement de la maladie. Peut-être si on peut rebondir, ce qu'on a entendu, vous voyez, il peut y avoir des éléments génétiques. On voit qu'il y a des familles qui ont plus de susceptibilité. Il y a du stress. Il y a un monsieur qui travaillait 60 heures par semaine, et il a beaucoup de stress et finalement, il déclenche. Et puis, pour revenir à la table ronde qui est précédente, l'environnement. On voit que l'incidence de ces pathologies augmente. Et probablement qu'il y a un rôle important de la pollution, des microparticules, des pesticides. Donc il y a tout un travail épidémiologique qui se fait actuellement pour expliquer pourquoi à un moment donné, on bascule dans l'auto-immunité. Merci. Donc la dernière question, madame. Merci. Je voulais savoir s'il y avait des études qui permettaient d'analyser en fait pourquoi un individu peut faire 1, 2, 3, 4 maladies auto-immunes différentes qui ne sont pas reliées les unes entre elles. Alors, elles sont reliées entre elles. Il y a effectivement, c'est assez fréquent qu'il y ait des chevauchements. C'est-à-dire que des patients qui ont une polyarthrite, ils ont plus de risque de faire une thyroïdite, de faire un Gougerot-Sjögren, d'avoir une atteinte pulmonaire. Vous voyez, donc c'est loin d'être exceptionnel. Maintenant, pourquoi tel individu fait ce symptôme-là et pourquoi il n'en fait pas 2, 3, l'IHU va vous répondre dans quelques années. On aura les informations en utilisant en fait ce qu'on appelle des biomarqueurs informatiques. Si vous voulez, on aura toute la composante à la fois des séquences, mais aussi de l'environnement et aussi des composantes sanguines. Et là, on pourra mieux comprendre ça. Merci beaucoup. On vous applaudit une nouvelle fois. C'est déjà la fin donc, de cette 7e édition de Futurapolis Santé. Merci d'avoir été si nombreux sur place ou en ligne à suivre les conférences. Je vous rappelle que celles-ci sont disponibles en replay. Vous pourrez retrouver tous les experts qui sont intervenus au cours des différentes tables rondes. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Merci encore. À bientôt.